Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis en direct, nous sommes présents même pendant la période des vacances. Donc on sera là la semaine prochaine et la semaine d'après parce qu'il faut vous informer. Nous sommes en France, le pays de la sous-information, et donc nous continuons ces émissions. Je salue évidemment mon prédécesseur Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam. Ils avaient une excellente émission, le Libre Journal de Géopolitique Profonde, avec Gérard Chevrier, qui est un ingénieur reconnu, à parler bien entendu de cette prochaine guerre mondiale possible, et elle sera nucléaire. On peut l'éviter et on peut s'en protéger. Je remercie donc du coup Nicolas Stocker, Lara Stam, Raphaël Beslu aussi qui était là, et Gérard Chevrier pour ces informations. Je salue notre ami Patrice au standard, l'homme à la belle écriture, l'écriture d'or. Il est là pour prendre vos commentaires. Je sais qu'ils seront très très nombreux. Et bien entendu, c'est le retour de Virginie à la réalisation. Mimi Glam, c'est Mimi Glam. Elle chantait, elle chante du Claude François comme personne, et du Michel Sardou aussi. Elle aime beaucoup le lac du Connemara. Et donc heureusement qu'elle est là à la réalisation. On la salue. Elle filme en plus. Elle réalise et elle filme. Elle fait les deux. Elle est formidable. Aujourd'hui, on va parler écologie. Certains nous disent escrologie. Est-ce que c'est vraiment de l'escrologie? Est-ce que c'est une arme? Notre ami éditeur qui est avec moi, Patrick Pazin, parle lui de l'arme environnementale, l'arme climatique. Patrick Pazin, éditeur, patron de Talma Édition. Salut cher Patrick. J'aime beaucoup Talma Édition. Parce Merci. que Talma Édition prend beaucoup de risques. D'ailleurs, comment se fait-il que cette maison d'édition va sur des sujets que tous ces grands groupes dans lesquels eux ne vont pas? Alors déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bah, je crois que nous aimons ça. Je pense qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas passer sous les noirs, notamment quand ça a des conséquences comme la question du climat. En plus, on le voit bien, ça génère des peurs qu'on ne peut pas contrer. Et au contraire, quand on découvre que finalement l'arme climatique et l'arme environnementale existent depuis plus d'un siècle, nous en parlerons, je reviendrai dessus. Ça fait très longtemps en fait que je lis des rapports militaires. Et en 1999, 3 semaines avant la fameuse tempête du siècle, j'avais publié un livre qui s'appelait Les armes de l'ombre, qui déjà expliquait donc en 1999, donc il y a 25 ans, que les militaires pouvaient déclencher des tsunamis, des tremblements de terre, des volcans, notamment avec différentes armes, mais nous y reviendrons un peu plus dans le détail. Et donc, en fait, je trouve, alors par rapport notamment à l'émission précédente, je trouve que c'est même un message d'espoir de savoir que ces manipulations du climat et de l'environnement existent, parce que ça signifie que toutes les catastrophes ne sont pas naturelles. Et donc, quand la société aura basculé vers quelque chose de plus correspondant à ce qu'est l'humanité, je ne dis pas que toutes les catastrophes naturelles s'arrêteront, mais une grande partie de ces catastrophes disparaîtront. Mais nous y reviendrons. C'est pas dangereux pour un éditeur de montrer l'envers du décor de ce que font ces élites? Parce que voilà, dans les grands médias, on montre le doigt plus qu'on ne montre la lune. Ah, c'est clair que oui, on montre le doigt plus que la lune, bien sûr, parce que ça a des conséquences. C'est-à-dire que comme le discours dominant veut nous faire croire que nous sommes trop nombreux sur Terre, que le virus, c'est l'homme, et que cette planète serait magnifique si nous n'étions que 500 millions d'habitants dessus, tout ce qui va contre ce discours, effectivement, est taxé de tous les maux, et nous n'avons pas que des amis, c'est sûr.
Donc du coup, toi, tu parles d'armes climatiques. Si c'est une arme, c'est-à-dire quoi? Une arme essentiellement idéologique ou tu as parlé tout à l'heure de manipulation climatique? Ça veut dire que, est-ce que aujourd'hui, la technologie peut manipuler, dans certains endroits, le climat? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, et puis depuis longtemps. Alors quand je dis depuis longtemps, alors déjà, on trouve dans l'Antiquité, notamment chez Thucydide, mais ou chez Pline l'Ancien également, des relations entre bataille et pluie. C'est-à-dire qu'il constate qu'à l'issue de grandes batailles, la pluie arrive. Or, on parle de la Grèce, où en général, il pleut pas beaucoup, enfin en tout cas dans les périodes où ça se produit. Et un jour, en lisant les mémoires du grand orfèvre de la Renaissance, Benvenuto Cellini, il explique, c'était une grande surprise, il explique que lors de la venue d'une princesse à Rome, des nuages noirs menaçaient la cérémonie, les fêtes. Et à ce moment-là, il a fait tirer au canon en direction des nuages depuis le château Saint-Ange. Et ça a dissipé les nuages. Et finalement, il n'a pas plu sur Rome. Et donc, avec une modestie inégalable, il se targue d'avoir sauvé les festivités pour l'accueil de cette princesse. Donc ça fait très longtemps, puisque déjà dans l'Antiquité, mais au XVIe siècle, donc là on a une action directe. Il dit: j'ai fait tirer au canon en direction des nuages, ça les a dissipés et il n'a pas plu sur Rome. Donc là nous sommes au XVIe siècle, donc tu imagines que ça n'est pas tombé dans l'oreille de sourds, puisque quand on lit Sun Tzu et l'art de la guerre, sur les 5 conditions pour gagner une guerre, 3 sont liées à l'environnement et au climat. Ce qui est normal, Ben, on a par exemple Waterloo évidemment. qui s'est perdu aussi à cause de la pluie. Et alors, Pas que, mais aussi. eh bien, c'est très intéressant que tu cites cet exemple parce que Napoléon est certainement mort sans savoir que la pluie de Waterloo au mois de juin était due à ce qu'ils appellent un stratovolcan, le Tamboury, qui a explosé quelques semaines auparavant. Et d'ailleurs, à cette époque, on sait qu'il a neigé en Pennsylvanie pendant l'été. Donc, même si la Pennsylvanie n'est pas exactement le sud des États-Unis, il ne neige pas pendant l'été. Et donc, en fait, on l'a vu aussi d'ailleurs avec le Pinatubo, quand il explose en 1991, il y a eu des calculs qui montrent que la température mondiale, parce que les particules avec les courants d'air ascendants, etc., se répartissent sur toute la planète. Et des études ont montré que la température générale avait baissé de 0,6 degrés. Ce qui n'est pas rien, évidemment, ça a des conséquences sur la vie de toute façon. Et donc en 1815, oui, probablement, Napoléon a perdu le Waterloo à cause de la pluie, parce que les canons se sont embourbés, à cause d'un stratovolcan qui a explosé en Indonésie quelques semaines plus tôt. Alors, du coup, on va parler de cette fameuse écologie, de ce fameux climat, de cet environnement, euh, qui sont des idéologies en réalité anciennes. Oui, ça remonte au moins au 19e siècle, c'est-à-dire Malthus et depuis Malthus, Darwin et le darwinisme social. Donc on retrouve tout ça à partir du 19e siècle. L'idée, globalement, ce qui les anime, c'est de voir, je reprends certains termes qu'on trouve dans des textes, ces masses grouillantes d'ouvriers, c'est-à-dire que globalement, au XVIIIe siècle, l'essentiel de la population est agricultrice. Alors évidemment, il y a des militaires, mais par rapport à l'ensemble de la population, ça reste minoritaire. Et avec la révolution industrielle, arrivent des masses, donc ce qui fait peur aux élites, D'ouvriers? d'ouvriers qu'on entasse dans des conditions absolument épouvantables de vie. Enfin, j'ai pas besoin d'expliquer, hein, il y a suffisamment de livres, de témoignages, etc. sur l'époque. Et les élites de l'époque commencent à prendre conscience que ça peut représenter un danger. C'est-à-dire que oui, ces gens ne représentent rien,
mais n'empêche qu'ils sont nombreux. Donc, si un jour ils se révoltaient contre leurs conditions, si un jour ils trouvaient que l'ordre établi est trop favorable à des élites qui s'enrichissent d'une façon éhontée, hein, au 19e siècle, on commence à voir les premières gigantesques fortunes liées à l'industrie. Et, et oui, donc ça commence à... C'est à partir de là, la révolution industrielle, où effectivement, l'idéologie montre que méfiance. Mais pourquoi le climat en particulier? Ah bah, alors, le climat, ça va venir beaucoup plus tard. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, nous le savons, pour faire peur aux masses, rien de mieux que le climat. En plus, ça génère des milliards pour les banques, pour l'industrie, pour les profiteurs habituels de ce genre je reprends ton terme, d'astrologie. Mais en fait, ce qui est possible aussi aujourd'hui, c'est justement de manipuler et le climat et l'environnement. Donc, on va rentrer peut-être dans le détail, enfin, tu me poseras tes questions, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, à partir du moment où il est clair que l'on peut déclencher des catastrophes comme à Valence, donc on reparlera de Valence ou à d'autres endroits, il est facile d'utiliser cette peur en disant ben, regardez Valence, regardez le tremblement de terre en Turquie, regardez le tremblement de terre au Maroc, regardez ce qui s'est passé à Hawaï, etc. etc. Et donc, en plus, la difficulté de l'arme climatique et de l'arme environnementale, c'est qu'on ne peut pas, il est difficile de les prouver. Si effectivement, par exemple, la Russie... Par exemple, ce qui s'est passé à Valence, tiens, par exemple. Bien, on peut rien prouver parce qu'on va dire, ben oui, mais en 1960 ou en 1952, il s'est produit la même chose. Oui, mais rien ne dit qu'il n'y a pas eu une amplification des conditions naturelles. C'est-à-dire qu'il y a des armes aujourd'hui qui permettent de déclencher l'arme climatique ou l'arme environnementale, donc que j'expliquerai quelle différence. Mais il faut aussi que la nature le permette. Alors ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas déclencher, a priori, on ne peut pas déclencher des tremblements de terre n'importe où. Il faut qu'il y ait une plaque Oui, en c'est dessous, ça. quoi. Il faut qu'il y ait des plaques tectoniques. Mais il y a des cas très étonnants. Par exemple, en 2004, donc en Indonésie, ce terrible tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien est très étonnant parce que dans l'océan Indien, il n'y a jamais de tsunami. Même pour qu'un tsunami se déclenche, en général, il faut qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Et dans l'océan Indien, ce qui est très étonnant, c'est qu'en général, il n'y a pas de tsunami. Aussi loin qu'on remonte, on ne trouve pas trace de tsunami, même quand il y a eu, notamment quand il y a des explosions de volcans qui envoient des millions de tonnes de terre et de rochers dans la mer. Généralement, ça ne déclenche pas des tsunamis dangereux. Et là, étonnamment, 2004, il y a un tsunami très important qui suit un tremblement de terre. Et nous le verrons également pour Fukushima. On retrouve le même processus, à savoir que il y a un tremblement de terre relativement minime selon les agences sismiques locales. Et l'agence des États-Unis, donc l'USGS, dit ben non, c'est pas un tremblement de terre de puissance 6, mais de puissance 9. Puissance 9, il n'y en a que 4 par siècle. De puissance 9, donc ça justifie un tsunami d'une telle violence. Or, j'avais regardé quasiment toutes les images qu'il y avait sur YouTube à l'époque pour le tremblement de terre, 2, le tsunami, et on voit bien que le tremblement de terre est vraiment minime, puisque ça ne détruit rien. Or, que ce soit en Indonésie ou dans cette partie, il n'y a pas vraiment de construction antisismique partout. Enfin, il y a des villages de pêcheurs, donc ce ne sont pas des constructions antisismiques. Et puis en plus, il n'y a jamais eu de tsunami aussi loin qu'on remonte, on n'en trouve pas. Et ce qui est étonnant à chaque fois, c'est que quand on regarde les images, le tremblement de terre qui est supposé avoir déclenché un tsunami d'une puissance telle que ça a fait quand même 250 000 victimes, ou à peu près,
au moment où se produit le tremblement de terre, il n'y a aucune destruction. On regarde, les bâtiments sont intacts, les rues sont intactes, les gens continuent de rester Bah sur la tiens, plage. justement, il y a eu ce tsunami en 2004. Est-ce que, après, suite à ce tsunami, des constructions ont été produites, des lois ont-elles été adoptées? Est-ce qu'il y a eu des conséquences derrière? Non, à ce niveau-là, il n'y a aucune conséquence parce que c'est toujours pareil, ça n'existe pas. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas prouver qu'un tremblement de terre a été déclenché. Oui, mais ça j'ai compris. Mais est-ce que, ce que je veux dire en fait, c'est que, ce que je remarque, c'est que par exemple, lorsqu'il y a, on va dire, je sais pas moi, canicule exceptionnelle, derrière ça, le Ah oui, législateur bien sûr. impose des lois, des normes, des je ne sais quoi. Est-ce que il y a eu cet équivalent suite au tsunami? Est-ce que peut-être, je sais pas, les mondialistes se sont dit, ah ben regardez, comme il y a des tsunamis dans l'océan Indien, eh bien on va imposer une norme, je sais pas quoi, pour... Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, de toute façon, ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire que, Mm. sincèrement, Fukushima, on peut avoir interprété sur les pourquoi ils ont fait ça, mais ça n'est que même c'est de la spéculation. En revanche, sur l'océan Indien, c'est très étrange. Ils n'ont pas fait. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça à cet endroit? Alors que, je le redis, sur les... On a, parce qu'on peut dire oui, mais il n'y avait pas de mesure il y a 200 ans, sauf qu'il y a des chroniques, il y a des gens, il y a des témoignages sur ce qui s'est passé il y a 200 ans. On a des textes de gens ou même la tradition orale. Or, dans l'océan Indien, c'est Bah, tellement... c'est peut-être même plus précis, hein, tu sais, des fois, il y a, je sais pas moi, des hôtels qui n'appartiennent pas à des grands groupes, et puis bon, bah, peut-être qu'il faut s'en débarrasser, Ah, on mais sait bien sait-on sûr. jamais, hein. Ah, mais... Enfin, c'est une supposition que je fais, évidemment. Ah ben c'est pas une ta supposition, elle est totalement fondée parce que on le voit dans des événements, notamment quand on a des forêts qui prennent feu. Tout d'un coup, c'était par exemple, c'est le cas du Portugal. Il y a à peu près 250 hectares de forêt qui prennent feu quasiment simultanément. Donc ça ne correspond à rien. Et puis on découvre que sous cette forêt, il y a les plus importantes, ou quasiment les plus importantes réserves de lithium d'Europe. Ah, ben voilà, tu vois. Donc, il y avait peut-être quelque chose comme ça qui a dû peut-être se passer. Oui, bien sûr. Mais, par exemple, tu as utilisé le terme Fukushima, et je remarque que nos amis écolos et d'autres, hein, ont détruit toute la filière nucléaire française en utilisant constamment cet argument de Fukushima, sans évidemment préciser que le nucléaire japonais est entre deux failles sismiques, hein. Oui. C'est quand même, le Japon, c'est quand même un pays à risque à la base, ne serait-ce que là-dessus. Et que ce n'est pas le nucléaire qui a créé, je veux dire, qui a créé le tsunami. C'est le tsunami qui a détruit l'usine. Et donc, alors qu'en France, on est assez, à ce niveau-là, on est quand même assez safe, hein. Enfin, assez sûr, pardon, assez sûr, je voulais dire, hein, parce qu'on Oui. est à courtoisie, il faut que je parle Ah ben, essentiellement français. c'est tout à fait normal. Sauf que là, tu soulèves une parenthèse très intéressante. Justement, tu as dit ce n'est pas le nucléaire qui a créé le tsunami. Eh bien, à Fukushima, probablement que si. Ah, Je m'explique. Alors, on va remonter un petit peu en arrière. En 1942, donc Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, les Américains veulent créer un centre pour générer des tsunamis à la suite d'explosions. Alors, à l'époque, l'idée, c'est de l'installer en Nouvelle-Calédonie. Et puis finalement, pour des raisons X et Y, ça ne se fait pas en Nouvelle-Calédonie, mais ça va se faire en Nouvelle-Zélande. Donc, ils vont créer une piscine donc dans une zone de la Nouvelle-Zélande avec 8 mètres de profondeur. Et ils déclenchent, ça va durer à peu près 1 an, jusqu'en 1945. Ils vont déclencher à peu près 2700 explosions au TNT pour voir les effets, si ça leur permet de déclencher des vagues. Et effectivement, donc ça s'appelle le projet SEAL, S-E-A-L.
et avec des explosions au TNT, ils vont pouvoir déclencher des vagues de 13 mètres. Ce qui est colossal, parce que quand une vague de 13 mètres arrive sur la Terre, ben, ça écrase tout, ou quasiment, quoi. Et donc, alors pourquoi ce projet SEAL? C'est pour pouvoir déclencher des tsunamis contre le Japon, puisque nous sommes D'accord. le projet date de 1942, donc évidemment, il faut écraser le Japon à tout prix, parce qu'on sait très bien que quand on déclenche un tsunami, ce ne sont pas des objectifs militaires qui vont être touchés. Ce sont des objectifs Civil. civils. Et il y a un rapport non daté de l'OSS, l'OSS, donc c'est ce qui a précédé la CIA, qui explique qu'il faut, oui, il faut frapper le peuple japonais par tous les moyens, y compris celui-là, de façon à les pousser à la guerre. Alors finalement, ils n'utiliseront pas cette arme environnementale, puisque ben, le Japon perd la guerre en 1945. Dès que l'armée rouge entre en guerre, et puis de toute façon, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Et d'ailleurs, je suis allé en 1984 83 à Hiroshima. Et effectivement, c'est impressionnant de visiter Et donc, du coup, cette technique, ils l'ont réutilisée plus tard contre le nucléaire japonais. Alors, Enfin, ils l'ont réutilisé plus voilà. tard. Alors, Fukushima, justement, est un cas très étonnant de tremblement de terre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un tsunami, il faut qu'il y ait un tremblement de terre, ou qu'il y ait une immense masse terrestre qui s'effondre dans l'eau, enfin un volcan ou une montagne qui s'effondre, etc. Bon, ça s'est déjà produit au Venezuela, mais en tout cas pas au Japon. Et alors, le cas de Fukushima est vraiment très étonnant, parce que, alors il se trouve que moi j'ai déjà été pris dans au moins 3 gros tremblements de terre, dont un au Mexique qui avait fait 400 morts. Bah, t'as pas de chance, hein. Bah si, Bah, t'as de la chance, t'es toujours là. Eh Mais ben bon, t'as pas de oui, chance d'être victime de au tremblement de contraire, terre. ce sont des expériences. Ah ouais, bah ça, j'aimerais pas la vivre, hein. c'est un et donc Fukushima. Pourquoi Fukushima est très, enfin pour moi, parce qu'évidemment il y a aucune preuve, mais pour moi c'est un tremblement de terre artificiel, parce que l'agence sismique japonaise, et ils s'y connaissent en matière de tremblement de terre, puisque au Japon il y a des tremblements de terre tous les jours par centaines. Alors on ne les sent pas tous, hein, mais il y a des tremblements de terre par centaines tous les jours. Et eux annoncent un tremblement de terre terrestre d'une puissance autour de 6. 6, ceux que j'ai vécu étaient autour de 6. Enfin, au Mexique, c'était un peu plus, mais ceux que j'ai vécu au Japon étaient autour de 6. Bon, ça tremble, on le sent, mais c'est pas mortel. Enfin, surtout au Japon, où effectivement, il y a des normes antisismiques qui sont strictes. Or, donc, je le redis, c'est un tremblement de terre d'origine terrestre de puissance autour de 6 selon l'agence sismique japonaise. Donc déjà, un tremblement de terre terrestre ne peut pas provoquer un tsunami en mer qui arrive sur la Terre. Parce que l'onde va se propager de la Terre vers la mer, donc le tsunami ira dans le sens des ondes, c'est-à-dire de la mer vers la mer. Donc il n'y a aucune raison qu'un tremblement de terre terrestre déclenche un tsunami. Ensuite, on retrouve le même processus qu'en 2004 dans l'océan Indien. L'USGS, donc le bureau qui s'occupe des relevés sismiques aux États-Unis, annonce que ce n'est pas un tremblement de terre terrestre, mais de puissance 6, mais un tremblement marin qui dépasse 9. Or, 9, je le disais, il n'y en a que 4 par siècle. Et en plus, au Japon, on a même les plus importants, par exemple celui de 1923 qui a rasé Tokyo, on estime qu'il était à 8 maximum. Mais pas 9, c'est colossal. Enfin, on en voit plus des 9 au large du Pérou, du Chili, enfin, dans l'océan Pacifique. Enfin, de l'autre côté de l'océan Pacifique, mais pas vraiment au Japon. Et ce qui m'intrigue tout autant, c'est que justement, quand il y a un tsunami puissant,
il faut l'identifier, enfin le savoir, ne serait-ce que 10 minutes ou 20 minutes à l'avance, permet de sauver des milliers de vies. Et donc, au large du Japon, a été installé un vaste réseau de ce qu'ils appellent de tsunomètres. Donc, dès qu'il y a un tremblement de terre maritime, marin, ces tsunomètres évaluent la possibilité qu'il y ait, que ça déclenche un tsunami, de façon à ce qu'il y ait une alerte quelques kilomètres plus loin sur la Terre. Parce que je le redis, 20 minutes peuvent sauver des millions, enfin, sinon des millions, en tout cas des milliers de vies. Or, au moment de Fukushima, aucun tsunomètre ne s'est déclenché. Ensuite, moi, ce qui m'étonne, ce qui continue de m'étonner, c'est que, comme j'ai dit, j'ai été pris dans des tremblements de terre. Une puissance de 9, c'est rarissime. Et j'ai regardé toutes les images quasiment disponibles à l'époque sur le tremblement de terre. Et je constate deux choses. Déjà, j'avais vu une salle de rédaction, sans doute l'équivalent de Radio Courtoisie au Japon, qui, on voit, ils sont pendant le tremblement de terre et ils continuent de travailler. Alors, il y a une imprimante qui tombe d'une étagère, mais ça correspond à un tremblement de terre 5, 6, 5, 8. Ouais, ils sont habitués, 6, quoi, on va voilà, dire. c'est pas... Et ils rigolent. Ça peut pas être 9. Et puis surtout, quand on regarde les images du tsunami qui arrive, on voit bien que rien n'a été dévasté. Or, s'il y avait eu un tremblement de terre d'une puissance 9, parce que tout ne peut pas être antisismique. Je veux dire, les Bien sûr. rues, les... Mais dans tous les cas, les conséquences, alors évidemment, il y a des victimes et tout, ça c'est malheureux, mais les conséquences vont au-delà. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on remet en cause l'énergie nucléaire française en disant, mais regardez, le tsunami au Japon. Et il peut Exactement. avoir pareil, alors que on sait très bien qu'il n'y a pas de faille sismique dans la Haute-Loire, par exemple, ou en Normandie. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que je veux dire, on peut regarder cui bono, à qui profite le crime. Ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui expliquent que nous sommes trop nombreux sur Terre, que l'homme et le virus, etc., tirent parti de ces catastrophes supposément naturelles. Mais je me souviens notamment à l'époque donc du président Obama. Il y avait eu une sécheresse qui avait duré 4 ou 5 ans sur la Californie. Et le président Obama fait une déclaration en disant au moins, comme ça, les Californiens ont compris que le réchauffement climatique est une réalité. Or, ce que l'on sait, c'est que depuis les années 80-90, on peut générer ce qu'ils appellent des fronts d'ondes stationnaires qui peuvent bloquer des nuages indéfiniment. Alors, je vais être peut-être un peu plus philosophique là. On a l'impression que les mondialistes, en plus d'imposer le réchauffement, d'imposer toutes les conséquences qui vont avec, mais ça, on va en parler tout à l'heure, sont dans une envie de tourner le dos face à la religion, à la spiritualité et aux dieux monothéistes pour imposer leur religion qui est celle de la terre-mère Gaïa. Ah, ça, oui, ils tournent le dos à tout ce qui est spirituel. De toute façon, à partir du moment où leur idéologie consiste à détruire une grande partie de l'humanité, où est la spiritualité? Enfin, Déjà. c'est une évidence. Enfin, c'est leur dogme. D'ailleurs, c'est plus de la spiritualité, c'est du dogme. D'ailleurs, on le voit bien. Moi, je ne peux pas avoir une discussion avec un écologiste parce que, d'ailleurs, je me souviens une fois, parce que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, un petit peu moins, un documentaire. Alors aujourd'hui, on emploie le mot géo-ingénierie. À l'époque, ça s'appelait chemtrail. Le film s'appelle Bye Bye Blue Sky. Il y a une version 30 minutes sur YouTube qui est tout à fait suffisante. Et donc, employer le mot chemtrail, ça y est, on est tout de suite catalogué complotiste, etc., etc. D'ailleurs, Wikipédia, sur le sujet, dit c'est un sujet complotiste. Alors, c'est pourtant très étonnant parce que en mai 1997, le National Research Council aux États-Unis
à la demande du Congrès des États-Unis, publie un rapport sur ce que les militaires ont répandu dans le ciel à partir des années 50. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit être complotiste, les chemtrails, le Congrès, en 1997, demande au NRC de faire un rapport, de faire une enquête sur ce que les militaires américains ont répandu dans le ciel depuis les années 50. Qu'est-ce que c'est ça, exactement? Eh bien, Je l'entends parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, eh bien, ce sont des... Alors, chemtrail vient du... donc, tous les avions émettent des traînées de condensation. Contrail, condensation trail. Et à partir de contrail a été formé le mot chemtrail, chemical trail, qui signifie qu'en fait, ce n'est plus un processus naturel, c'est un processus artificiel où l'on répand dans le ciel des particules de barium, d'aluminium, et puis même des choses encore plus toxiques comme le strontium et d'autres choses. Et donc, le rapport du NRC parle de sulfure de cadmium-zinc, et il parle même également de germes. C'est-à-dire qu'ils ont répandu dans le ciel, à partir des années 50, non seulement des particules métalliques comme l'aluminium ou le barium, mais également des germes, des micro-organismes, pour voir comment les populations vont réagir. Et on le voit d'ailleurs, c'est très étonnant, dans des films des années 50. J'avais regardé notamment, un moment, en plus j'aime beaucoup, mais j'avais regardé toute la série Zorro. Oui. Tourné en 1955, 56 et 56-57. Et à un moment, c'est dans il me semble, l'épisode 21 ou 20 de la saison 2. Il n'y a eu que 2 saisons. L'épisode 20 ou 21 de la saison 2. Donc, comme d'habitude, les lanciers poursuivent, avec le sergent Garcia, poursuivent Zorro. C'est filmé en contre-plongée. Et manifestement, ça a été tourné en hiver puisque les arbres n'ont plus de feuilles ou quasiment plus de feuilles. Et on voit d'immenses traînées blanches dans le ciel, ce qu'on appelle aujourd'hui des chemtrails. Dans Zorro. Dans Zorro. Ah oui, bah oui. tiens, c'est marrant ça. Mais j'en ai vu également dans des films avec Humphrey Bogart, enfin des années 50. Et donc, quand on me dit oui, c'est conspirationniste, alors j'ai dit, alors dans ce cas-là, le Congrès des États-Unis est le premier des organismes. Ouais, le Congrès en parle. Puisqu'il a confié cette enquête au NRC, d'accord, en demandant qu'est-ce que les militaires ont répandu depuis les années 50. Donc, et ça s'est arrêté Non, ça continue, bien sûr. Ça continue. Mais on a la même chose en Angleterre. En Angleterre, c'est en 2002, un journaliste de The Observer, donc je ne cite que des médias mainstream, publie une enquête. Des médias de grand chemin, disons plutôt. De grand chemin, c'est une belle expression. Donc, c'est la raison de Jean-Yves Le Gallou qu'on reprend ici. Il a pas. Merci. Il a, on va dire que il nous donne l'autorisation. Merci à Jean-Yves Le Gallou. Donc, les médias de grand chemin, donc The Observer, à la suite d'un rapport déclassifié de l'armée britannique, publie un article qui montre qu'en fait, des années de 1950 à 1979, ils ont répandu des particules métalliques, mais aussi des germes dans le ciel au titre de la guerre bactériologique pour voir comment les populations réagissaient. Et donc, on a par exemple, sur les lignes où ils ont répandu ces germes, on voit des taux de leucémie, de fausses couches qui sont anormalement élevés par rapport au reste du pays. Mais leur folie va jusqu'à, par exemple, c'est l'île Guinard. En 1942, ils décident de la polluer à l'anthrax pour voir ce que ça fait. Donc, il y avait quasiment plus de population, donc de toute façon, elle est évacuée. Et donc, ils vont polluer à l'anthrax cette île, qui ne sera dépolluée qu'à partir de 1986. Donc, pendant 40 ans, ils vont voir ce que l'anthrax produit sur la végétation. Il y avait des moutons, donc voir ce que ça donne. Et c'est à partir de 1990 où cette île est de nouveau abordable.
Et quand on commence à regarder les expériences qui ont été faites, là, il nous faudrait au moins 4 émissions de Radio Courtoisie le samedi matin. Mais ils ont fait des expériences complètement hallucinantes. Westford Needle, par exemple, c'est 1958. Les Américains envoient dans le ciel 480 millions d'aiguilles de cuivre qui font à peu près 1,8 cm de longueur pour créer une nouvelle atmosphère au-dessus de la Terre. Parce que en mettant des aiguilles de cuivre, ça va permettre de renvoyer les ondes où ils le veulent, au lieu qu'elles partent dans l'atmosphère. Et ils envoient 480 millions d'aiguilles de cuivre. Alors aujourd'hui, elles ne sont plus là, parce que, alors, en plus, ça fait des perturbations énormes sur le champ magnétique de la Terre. Ça a créé, pour les avions, ça posait des problèmes. Pour les radiocommunications, ça posait des problèmes. Et tu le sais certainement, la NASA a un service qui s'occupe de surveiller les déchets qui sont encore en orbite au-dessus de la Terre. Et aux dernières nouvelles, il y avait encore une 50aine de ces aiguilles de cuivre qui sont toujours en orbite au-dessus de la Terre. Et tout ça, c'est dans tes livres, Oui. L'arme climatique et l'arme environnementale. Oui, je donne alors j'explique évidemment les techniques. Quelles techniques j'utilise, et puis après j'étudie des cas particuliers. Enfin, En réalité, tout ce que tu dis, ça va bien au-delà du petit réchauffement climatique de 1 ou 2 degrés que les médias nous rabâchent, quoi. Ah bah, ça va bien au-delà, puisque de toute façon, on peut créer du réchauffement climatique, bien sûr. On peut créer des catastrophes climatiques. Je suis sûr qu'un certain nombre de nos auditeurs, auditrices connaissent l'opération Popeye pendant la guerre du Vietnam. De 1967 à 1972, alors, juste, je repars en arrière quelques années plus tôt, en juillet 1946, donc après la Seconde Guerre mondiale, dans un laboratoire de General Electric à New York. Comme tu le sais, à New York, il fait vraiment très chaud l'été. Et à un moment, il y a un scientifique qui s'appelle Vince Schaeffer, qui est en train d'organiser qui fait une expérience, et puis il fait tellement chaud qu'il ajoute de la neige carbonique. Et du coup, ça crée des nuages. Et il fait tout de suite, ça crée une sorte de petits nuages, et il comprend tout de suite ce qui peut les conséquences, quelle est l'utilisation qui peut en être faite. Et donc, à partir de novembre, donc quelques mois plus tard, donc de juillet à novembre, ils vont faire une expérience. Ils ont vu donc c'est dans la région de New York. Ils ont repéré des nuages pleins de neige, et ils vont faire décoller un petit avion qui va répandre, alors j'ai un doute là, mais normalement c'est le iodure d'argent déjà à l'époque, et ça va immédiatement générer des tonnes de neige qui vont tomber. Et donc, à partir de 1947, donc dès l'année suivante, un contrat est passé entre General Electric et le Pentagone, l'armée, pour ensemencer, puisque c'est le joli mot qui est employé, pour ensemencer des ouragans. Parce que sur la côte atlantique, chaque année, il y a des ouragans. On se souvient il y en a chaque année, hein, donc, notamment de Katrina et d'autres. Et donc, ils vont faire une première expérience sur un ouragan. Alors, évidemment, il faut que ce soit un ouragan au moins de force 5. Et puis, surtout, qui s'éloigne de la Terre, parce qu'ils ne maîtrisent pas encore ces techniques. Je leur dis, nous sommes en 1947. Et il ne faudrait pas que ça amplifie l'ouragan ou que ça le dévie vers la Terre. Et donc, ils vont choisir cette année-là, alors ça s'appelle le projet Cirrus, comme les nuages. Hein. Ils vont choisir un ouragan au large de la Géorgie qui s'éloigne des terres, donc qui va se perdre dans l'Atlantique. Et sauf que, donc ils l'ensemencent, et à ce moment-là, l'ouragan change de chemin. Il revient vers la Terre, et notamment sur la ville de Savannah, il va créer, alors je ne me souviens plus du nombre de victimes, mais il va créer des dommages colossaux avec des victimes. Donc évidemment, il y a un procès qui est fait contre l'armée, mais l'armée va s'en sortir
déjà en classifiant le dossier. Donc comme ça, c'est plus simple, hein. Je classifie le dossier où j'ai commis un crime, hein, puisque j'ai tué des gens. Et puis surtout, et ça, c'est pour ça que c'est très difficile de prouver quoi que ce soit en la matière. Ils vont retrouver en 1906 un ouragan qui a suivi le même chemin, qui quittait les terres pour revenir ravager donc il partait vers l'océan et qui est revenu ravager les terres. Et donc ils diront que c'est naturel. C'est ça. Alors on va continuer cette discussion, mais avant ça, le Bobino. Continuez à soutenir Radio Courtoisie. Vous aurez des émissions libres comme celle-ci où les choses se diront. Rien ici ne se cache. Nous sommes totalement transparents. Les grandes affaires seront évidemment révélées. Et c'est pour ça que nous sommes libres. Nous n'avons pas d'annonceurs. Nous ne faisons pas de publicité. Parce que nous n'avons pas de pression des grands groupes. Radio Courtoisie vous appartient à tous, c'est vous les patrons, c'est vous aussi qui choisissez la programmation, donc soutenez Radio Courtoisie. Nous continuons avec Patrick Pazin, éditeur, auteur des livres L'arme climatique et L'arme environnementale aux éditions Talma. Tiens, question, de quoi s'agit-il? D'écologie politique ou de croissance verte? Alors, croissance verte, pour ceux qui investissent dans ce domaine, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que ce sont des milliards et des milliards de dollars qui se profilent. D'ailleurs, je rappelle que Al Gore, donc effectivement, il a perdu les élections sur, on va dire, une fraude en Floride. Hein, enfin, tout le monde s'en souvient. Et donc ensuite, il a fait ce film, Une vérité qui dérange, qu'on peut considérer comme vraiment le démarrage d'une écologie politique, on va dire, dénuée de morale. Alors pourquoi je dis de morale? Parce que le film d'Al Gore, qui devait être diffusé partout, dans toutes les écoles en Angleterre, des opposants ont fait un procès en disant que ce film contenait 9 erreurs scientifiques graves. Et la justice n'a pu que constater qu'effectivement, Une vérité qui dérange contenait des erreurs graves. D'ailleurs, on le voit quand on reprend les... alors, c'est d'autant plus important, et encore merci d'organiser cette émission, c'est que maintenant, tu le sais, l'OMS a vocation à pouvoir déclarer des urgences climatiques et donc de retrouver ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, des confinements, des interdictions de déplacement, etc. Voilà etc. déjà les conséquences, c'est-à-dire qu'on a donné encore plus de pouvoir à ces organismes supranationaux, plus de pouvoir sur les États. Oui. Et alors, je ne sais pas si tu le sais, mais l'ambassadrice du climat de l'OMS est la fille de John Kerry. John Kerry qui était candidat démocrate, je crois vice-président aussi, je ne sais plus. Oui, vice-président, qui a été le candidat. C'est le même homme qui annonçait que en 2013, il n'y aurait plus de glace dans l'Arctique. Tu vois, le pôle Nord aurait fondu. Quand on regarde toutes les déclarations de tous ces gens, de tous ces mondialistes, en fait, parce que on voit bien d'ailleurs, quand on regarde certains mouvements écologiques par qui ils sont financés, on retrouve les Soros et compagnie. Enfin, tous les mondialistes Gates, possibles. Quoi. Et d'ailleurs, Bill Gates, au début du XXe siècle, finance de la géo-ingénierie. D'ailleurs, à l'époque, un prix Nobel de chimie allemand, mais qui est décédé depuis, que nous avions appelé parce qu'on voulait s'assurer qu'il avait bien dit ce qui était rapporté, lui prévoyait, parce que comme nous allions tous mourir sous le soleil, etc., prévoyait d'envoyer de l'acide sulfurique dans le ciel pour arrêter le rayonnement solaire. Mais on lui a dit, donc on l'a appelé
pour être sûr qu'il avait bien dit ça, il a dit oui, je l'ai dit, mais je suis revenu dessus. Bah oui, tu n'envoies pas de l'acide sulfurique dans le ciel. sûr. Enfin, Alors, question d'auditeur. Ah, tiens, parler français, on dit traîner chimique ou ensemencement des nuages. La pétrochimie vous fait-elle peur? Payez le cochon. Et oui, on va devoir payer. Les épandages, entre parenthèses, chemtrails. C'est l'auditeur qui l'écrit, hein, c'est pas moi. Hein. Donc, je ne paye pas là-dessus. Regardez, quand le ciel est bleu, on constate que les traînées se croisent souvent de façon ciblée. On peut le trouver très facilement. Quand il s'agit d'une traînée normale, elle disparaît au bout de quelques secondes. Quand il s'agit d'épandage, la traînée zébrant tout le ciel subsiste pendant plus d'une heure. Les produits répandus ne sont que des poisons. Alors, à Canton, en Chine, j'en ai vu une qui avait duré une journée. C'est-à-dire que je l'ai filmé le matin, le soir, je l'ai refilmé, elle n'avait quasiment pas bougé. Et donc oui, ce sont des produits toxiques. Et d'ailleurs, dans Bye Bye Blue Sky, mais aussi j'en parle dans l'arme climatique, parce que j'ai un chapitre justement sur ces traînées chimiques. Je m'étais dit, si l'armée française participe à ces opérations, forcément, elle doit acheter du sulfate de barium, puisque c'est un des produits clés de ces manipulations du climat. Et donc, j'ai trouvé un appel d'offres, parce que je suis allé sur la plateforme des marchés publics de l'armée, de la Défense nationale. Et effectivement, c'est en février, il me semble 2006, mais j'ai reproduit, j'ai mis une capture d'écran de ce marché dans le livre L'arme climatique. L'armée française avait acheté 20 tonnes de sulfate de barium en février 2005 ou 2006. Mais qu'est-ce que l'armée française peut faire de 20 tonnes de sulfate de barium? C'est utilisé dans l'imprimerie, c'est utilisé dans les appareils, les scanners, les appareils IRM, et 20 tonnes. Enfin, et à ma connaissance, l'armée française ne produit pas d'appareils Peut-être qu'il y avait beaucoup de scanners à faire, hein, tu sais, des gens se blessent. Mais même avec 20 tonnes. Les militaires. Ben oui, mais il faut être prévoyant. Après, on dit oui, mais l'armée française n'est pas assez prévoyante. Ben là, ils ont été prévoyants. Alors non. Des gens se font des militaires se font peut-être ils se foulent la cheville ou je sais pas, ils se cassent des côtes. Bon, voilà. Mais alors, justement, l'armée française, la défense nationale n'a pas été prévoyante en laissant traîner cet appel d'offres sur sa plateforme. Mais en revanche, ils ont très bien fait les choses, puisque de toute façon, je savais qu'en entrant sur cette plateforme, qui est une plateforme publique, hein, il y avait des chances que je sois traqué au sens tracé. Et donc, j'ai tout de suite procédé à l'enregistrement des captures d'écran, etc., de ce que je voyais. Parce que je suis retourné voir quelques semaines plus tard, effectivement, l'appel d'offres avait disparu. Ah, bah tu vois. Donc l'armée peut être très prévoyante. Un auditeur, j'ai lu que les nazis avaient déjà des savants pour provoquer des catastrophes dont parle votre invité. Les USA auraient fait venir ces savants nazis en Amérique. Qu'en est-il? Alors, oui, donc de toute façon, les États-Unis ont fait venir, donc ça c'est l'opération notamment Paperclip, où ils ont globalement toute la NASA, les ingénieurs aéronautiques, aérospatiaux, etc. nazis, oui, ils ne se sont pas retrouvés, ne sont pas morts en Allemagne, en prison ou dans des camps. Ils se sont retrouvés aux États-Unis. Mais il faut savoir que c'est vraiment très ancien, c'est-à-dire que bon là nous n'avons pas le temps de retracer l'historique, mais on le trouve dans le livre L'arme climatique. Par exemple, les Anglais, en 1915, donc pendant la Première Guerre mondiale, créent une unité spécifique avec 600 personnes, entre autres, pour déclencher des éclairs. Et je le redis, pourquoi en 1915 on arrive à penser que c'est possible? Parce qu'aux États-Unis, notamment pendant tout le 19e siècle, et ça démarre vraiment à partir de 1841, un livre qui s'appelle Philosophy of Storm,
d'un monsieur qui s'appelle James Polar Spy, qui deviendra d'ailleurs le premier météorologue du monde. Il travaillera pour la Navy pour faire des prévisions météorologiques. Explique qu'on peut... Donc, alors lui, il a un projet complètement... pas très réalisable. Il explique que si on déclenche un feu tous les vendredis, mais un feu, pas un feu pour faire un barbecue, un feu qui irait du nord des États-Unis au sud des États-Unis, on aura du beau temps pendant tout le week-end. Ah, bah c'est bien ça. Oui, sauf que... Il peut voguer avec sa femme et Voilà. enfant, C'est ça. j'imagine. C'est ça. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas spécialement envie qu'il fasse beau tous les week-ends. Hein. Les agriculteurs ont envie de pluie, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai problème parce que on découvre que, par exemple, vers 1950, la ville de New York fait déclencher des pluies artificielles, ou artificiellement, pour remplir ses réservoirs. Et oui, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour qu'il pleuve au moment où il suffit que tu maries tes enfants ce jour-là. Alors, je sais bien que mariage pluvieux, mariage heureux, mais je ne sais pas s'il y a l'équivalent en anglais. Et donc, la ville de New York va commencer à avoir des procès de gens qui se plaignent en disant « Mais vous avez changé le temps, et nous, ça a eu des conséquences pour nous, donc vous devez payer. » Il y a un côté que l'homme veut se voir Dieu, quoi. C'est-à-dire Oui. que si l'homme change le temps, il est une sorte de... Oui, c'est ça. De nouveau Dieu. Et d'ailleurs, c'est très étonnant que ça naisse aux États-Unis parce que, comme tu le sais, là, ils sont très puritains, très protestants, etc. Et néanmoins, il y a plusieurs livres qui paraissent aux États-Unis au 19e siècle et qui montrent que l'homme, oui, peut rejoindre Dieu sur ce plan-là. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est que pourquoi les militaires vont s'y intéresser? Parce que déjà, le monde civil s'y intéresse. Je m'explique. En 1892, à Goodland, qui est une ville du Texas, sont créées 3 sociétés dont l'activité est la production de pluie. Et il y a notamment donc ce qu'on appelle en anglais des rainmakers. Donc là, je suis désolé, alors on va dire des faiseurs de pluie. Mais on n'a pas l'équivalent en France. Donc, ces faiseurs de pluie utilisent des techniques différentes parce qu'il y a, dès les années 1880, par exemple, il y a des brevets qui ont été déposés pour déclencher de la pluie à partir de gaz carbonique. Donc, on se rapproche déjà de ce qui sera fait quelques décennies plus tard par les militaires. Et se produit notamment à San Diego en janvier 1916. Une catastrophe dite naturelle, mais donc cette partie de la Californie est régulièrement sujette à des sécheresses, et il y a un rainmaker qui s'appelle Charles Mallory Hatfield, qui a créé une composition chimique qu'il fait s'évaporer. Alors elle est basée sur 23 produits, on ne saura jamais, il emportera son secret dans la tombe, et il se vante d'avoir généré 500 déclenchements de pluie, ce qui est fondamental aux États-Unis, dans le sud, parce que tous les États sont soumis à des sécheresses chroniques. Et donc, lui ne fait payer que s'il pleut. C'est-à-dire que donc tu as ta ferme dans le Colorado, malheureusement, tu subis de la sécheresse, eh bien, tu décides de faire appel au service de Charles Mallory Hatfield. Eh bien, s'il déclenche suffisamment de pluie pour que tu aies, par exemple, 1 inch, donc 1 centimètre et demi d'eau, à ce moment-là, tu lui verses une somme. Et c'est ce que va faire le conseil municipal de San Diego. Alors, il leur fait déjà une proposition vers 1910 ou 1912 qu'ils vont refuser, mais en 1915, ils acceptent. Et alors, pourquoi? Parce qu'ils ont créé un réservoir, donc un barrage, et ce barrage reste désespérément vide. Et donc, il lui propose s'il le remplit, il touchera 15 000 $ ou 10 000 $, je ne me souviens plus, mais 10 000 $, c'est une somme considérable à l'époque.
Et donc, lui démarre ses opérations le 2 janvier 1916. Et donc, il construit ses tours en bois avec sa mixture chimique. Et il commence à pleuvoir. À tel point que il pleut sans discontinuer pendant une quinzaine de jours. Et ça commence à produire il y a trop d'eau, c'est-à-dire que ça produit. Alors, on n'est pas encore à la catastrophe, mais il y a des inondations colossales parce que effectivement, cette partie de la Californie n'est pas habituée à recevoir autant d'eau en si peu de temps. Alors, à l'époque, évidemment, il n'y a pas de moyen de le joindre, donc on lui dépêche quelqu'un pour lui dire d'arrêter. Lui refuse. Il dit, mon contrat prévoit que tant que le réservoir n'est pas rempli, moi je continue, puisque je ne serai payé que si le réservoir est rempli. Et donc, il va remplir le réservoir, sauf que ça va générer un barrage en aval va être brisé. Et il y a des millions de mètres cubes d'eau qui se répandent avec des dizaines de victimes. Et c'est intéressant, parce que là, on est aux États-Unis, donc forcément, on se retrouve dans la situation suivante. Donc, lui exige, c'est $10,000. Lui exige ses $10,000. Et le conseil municipal de San Diego lui dit d'accord, mais tu dois rembourser les 4 millions de dollars de dommages. Parce que les trains ont... Enfin, j'ai toute une documentation, et même originale d'époque. J'ai des courriers, j'ai des photos, des cartes postales, etc., etc. Des trains ont déraillé, il y a des dizaines de victimes. Donc lui, évidemment, refuse en disant non. Et ça va se terminer devant la justice. Et donc, ça s'est produit en 1916. En 1938, donc lui est encore vivant, la Cour suprême des États-Unis conclut que faire de la pluie, c'est un act of God, donc un acte de Dieu, et que donc, il ne touchera pas ces $10,000. Ah. Voilà. Et donc, et des personnages comme ça, il y en a eu tout le long du 19e siècle. Donc, les militaires, c'est normal qu'ils emboîtent le pas. Alors, j'ai d'autres commentaires d'auditeurs à propos de l'ensemencement ou Oui, l'ensemencement, oui. voilà, parce que Ou emploie le mot géoengineering. L'épandage, parce que l'auditeur a utilisé le terme anglais. Ne pas oublier l'expérience faite le 16 août 1951 sur Pont Saint-Esprit dans le Gard, où du LSD fut volontairement répandu au-dessus de cette ville pour étudier les effets sur la population sans qu'elle ait été informée. Oui. Toujours passionnantes vos émissions du samedi. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'est-à-dire que l'armée, c'est quoi? C'est l'armée française? Non, c'est la CIA. La CIA. En France? Oui. Mais ça les gêne pas. Enfin, depuis le plan Marshall, ils ont tous les droits. Hein. Donc ils ont en France fait cette expérience? Oui. Et raconte-nous, tiens. Donc ils ont c'est à Pont-Saint-Esprit, ils ont répandu du LSD. Donc la population a commencé à s'entretuer. Mais vraiment, je sais pas quelles étaient les doses qui avaient été mises. Et il y a toujours une bonne raison officielle. C'est dû à la maladie de l'ergot du seigle. Donc le boulanger a mal travaillé, les agriculteurs ont mal travaillé, le seigle a fermenté. Et ça a produit cette maladie qui rend les êtres humains fous. Or, en fait, alors je me souviens plus exactement de quand, mais a été, alors je ne sais plus si ça a été déclassifié ou ça a été trouvé dans les archives de la CIA. Oui, ils avaient fait cette expérience. Mais des expériences dans le livre L'arme climatique ou l'arme environnementale, j'en cite beaucoup d'autres. Par exemple, le 15 août, puisque notre auditeur là, et bravo et merci pour le rappeler, l'expérience de Pont-Saint-Esprit. Le 15 août 1952, dans la ville de Lynmouth, c'est le Devonshire, il y a donc le 15 août, hein, alors c'est l'Angleterre, d'accord, mais en quelques jours, il tombe l'équivalent de 30 cm d'eau. Et ça va produire une catastrophe, puisque à ce moment-là, s'abattent des milliers de tonnes de rochers. Et il a été évalué qu'il y avait
des millions alors, je crois 30 millions de mètres cubes d'eau qui s'abattent sur cette petite commune de Linmouth et qui fera à peu près, on ne sait pas, entre 32 et 34 victimes. Alors, évidemment, comme d'habitude, on nous explique que c'est un act of God, donc un acte de Dieu, bah oui, la pluie, tout ça. Sauf que là, ce sera la BBC, donc média de grand chemin. À partir de 2000, je sais plus, 2001-2002, qui révélera que au même moment, à cet endroit, l'armée de l'air, donc la Royal Air Force, a fait une expérience d'ensemencement des nuages. Et alors, on va dire, donc ils ont fini par le reconnaître. Non, ils ne peuvent pas le reconnaître, parce que s'ils le reconnaissent, ça veut dire que le gouvernement britannique va être soumis à des procès, à des indemnisations, et puis ça commence à poser de sacrées questions, c'est-à-dire que les gens qui sont supposés nous défendre, l'armée, donc répandent, ensemencent des nuages et qui donnent une catastrophe et qui tuent une trentaine de personnes, répandent des germes et du sulfure de cadmium-zinc dans le ciel et on a plus de leucémie, plus de fausses couches, etc. Ça crée un vrai problème, c'est-à-dire que la population ne peut plus accepter les gens qui sont aux commandes. Enfin, ça pose un vrai problème de confiance entre la population et ses gouvernants et ses élites. Alors, autre commentaire d'auditeur. Bonjour messieurs, l'incendie des Landes. Des centaines d'hectares ont disparu dans les flammes proches de Bordeaux il y a 2 ou 3 ans. Oui. N'a-t-il pas été provoqué pour y installer la zone chaude, d'après le maire de Bordeaux, la bonne affaire pour les constructeurs, vendeurs et hommes d'affaires? C'est-à-dire, but de l'installation des centaines de panneaux solaires. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, merci à cet auditeur. Alors, c'est plus de 10 000 hectares qui ont brûlé à ce moment-là. La première ministre de l'époque, c'est Elisabeth Borne. Elle a fait une déclaration quand même qui en a surpris plus d'un, dont moi. Ce qu'elle a dit, que c'était une voiture électrique qui était à l'origine de cet incendie colossal, parce que 10 000 hectares, ça n'est pas rien. Et donc, comment ça? On veut que nous roulions tous en voiture électrique, soi-disant pour sauver le climat, etc., etc. Et une voiture électrique a déclenché ce feu de 10 000 hectares. Donc, est-ce qu'il ne serait pas urgent déjà de se poser des questions sur les dangers de la voiture électrique? Ça n'est pas le seul cas. Et oui, effectivement, cette zone a brûlé opportunément, comme au Portugal, hein, la forêt de 150 hectares qui a brûlé au-dessus de cette mine de lithium. Comme dans d'autres endroits, oui, il y a des catastrophes dites naturelles qui arrangent certains intérêts. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et on va dire, oui, c'est conspirationniste. Quand une forêt prend feu en plusieurs endroits au même instant... C'est assez bizarre. Mais est-ce que c'est pas un loupé de Madame Borne de dire que c'est la voiture électrique? Parce que Madame Borne, on va dire qu'elle n'était pas très fortiche non plus. Hein. Ah ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas pratiqué, mais en tout cas... Je ne le conseille pas, faut pas la pratiquer. Hein. en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un aveu d'honnêteté. Ah. Et quoi qu'on puisse lui reprocher sur sa gestion de la France, etc., etc., là-dessus, de l'avoir dit publiquement, j'ai trouvé que c'était courageux. D'ailleurs, elle s'est fait reprendre hein, par les médias de grand chemin en disant « mais non, pas du tout ». Oui, c'est pas normal que cette zone-là ait brûlé comme ça. Alors, deuxième question d'auditeur. Les avions et épandages évoqués depuis longtemps par Claire Séverac ne créeraient-ils pas des pluies intermittentes détruisant ainsi les récoltes d'un lieu ou d'un pays? Arabie Saoudite, je crois, ou Valence cette année. Merci, messieurs, belle émission. Oui, alors merci également pour cette question. La manipulation du climat, alors on l'ignore, mais il y a plus de 30 pays qui la pratiquent, y compris des pays africains, par exemple. Est-ce que la France la pratique? Ah oui, bien sûr. Bon. Donc bien 30 sûr. Pays la pratiquent. Mais d'ailleurs, au moment de Dien Bien Phu, donc la guerre d'Indochine, j'étais tombé sur une vieille revue vietnamienne
qui dit il y a un câble de l'état-major français qui indique qu'ils vont envoyer du charbon, enfin un certain nombre de matières premières pour pouvoir déclencher de la pluie pour retarder l'attaque. D'accord. Donc sur l'Arabie Saoudite et Valence, est-ce que voilà, on crée ça pour détruire des récoltes des pays? Alors déjà, on ne maîtrise pas totalement tout. Donc j'étais allé voir l'Organisation mondiale météorologique à Genève. J'étais allé les voir, on avait discuté. Donc à l'époque déjà, il y avait au moins entre 30 et 50 pays qui pratiquent on va dire l'ensemencement des nuages. L'un des plus connus est la Chine, puisque en 2008, au moment des Jeux Olympiques, ils avaient annoncé que de toute façon, il n'y aurait pas de pluie sur Pékin parce qu'ils ensemenceraient les nuages avant qu'ils arrivent sur Pékin. D'ailleurs, la Russie, c'est ce qu'elle a fait au moment de Tchernobyl. Quand il y avait des nuages, avec des pluies qui avaient survolé la centrale au moment de l'explosion. Et donc, ils les ont fait pleuvoir au-dessus de l'Ukraine pour pas que ça atteigne Moscou. Parce qu'effectivement, des pluies radioactives sur Moscou. Donc, ils ont fait pleuvoir sur l'Ukraine. Et aux États-Unis, par exemple, il y a des sociétés privées qui s'occupent de ça. Nous avions participé en 2007 à l'Assemblée générale annuelle des sociétés qui font de la pluie. Et une société du Texas nous avait gentiment proposé de monter dans un de ces avions où ils faisaient pour faire de la pluie. Donc c'est un marché. Et d'ailleurs, par exemple, aux Philippines, donc à l'époque, c'est Ferdinand Marcos qui est président des Philippines, donc dans fin des années 60. Les Philippines subissent une sécheresse grave qui met en danger les récoltes de riz. Et à ce moment-là, c'est l'US Navy qui va faire plusieurs opérations. Et sauf que l'US Navy va décider, l'armée des États-Unis, en fait, les États-Unis vont décider d'arrêter ces opérations parce qu'elles ne sont pas sans danger géopolitique. Je m'explique. Quand tu déclenches de la pluie aux Philippines, donc super pour les Philippines parce que la récolte de riz est sauvée, mais peut-être que ces pluies-là, tu en as privé l'Indonésie ou la Chine ou le Japon ou un autre pays. Et eux, ils vont manquer de riz. Donc ça crée des problèmes. Alors, question d'auditeur, enfin plutôt, oui, une auditrice. Les livres de l'invité sont passionnants. Leur lecture doit être recommandée. Donc, L'arme climatique et l'arme environnementale, 2 livres que vous trouverez sur le site de Novi Mondi, Talma Édition. Oui, novimondi.com. Merci à cette auditrice. Voilà, notre auditrice, on ne sait pas qui elle est, mais on la salue évidemment. À propos de la catastrophe de Mayotte, la catastrophe de Mayotte, on peut souligner que Mme Voynet a été responsable de l'ARS à Mayotte de 2019 jusqu'en 2021. Oui, ça c'est à souligner. Est-ce que on peut supposer, évidemment, on n'a pas de preuves, hein, est-ce qu'on peut supposer que la catastrophe de Mayotte n'ait pas été naturelle? On peut le supposer toujours, évidemment. Aujourd'hui, quasiment toute catastrophe, de quelque type que ce soit, parce que dans les années 60, par exemple, il y a un livre qui sort qui s'appelle Unleash Peace Come, c'est-à-dire à moins que la paix n'arrive, mais elle n'est jamais arrivée, il y a trop d'intérêt pour qu'elle n'arrive pas, mais ça c'est un autre sujet. Mais par exemple, en 1952, aux États-Unis est créé le comité Orville. Le comité Orville, donc c'est à la Maison-Blanche, c'est d'étudier la possibilité de déclencher l'arme climatique. Mais dans Unleash Peace Come, on parle de déclencher des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans, de la sécheresse, faire des trous dans la couche d'ozone. C'est-à-dire que là, j'en parle dans l'arme environnementale, les militaires américains ont eu un programme pour détruire la couche d'ozone, pour voir comment faire. Et on sait par exemple qu'au-dessus de l'Antarctique,
la couche d'ozone a été fortement endommagée. Or, on ne peut pas nous raconter les sornettes habituelles, tu sais, les CFC dans les déodorants, dans les réfrigérateurs. Enfin, je vois pas. Enfin, j'ai même pas envie de faire d'humour en disant. J'imagine pas que les pingouins se mettent du déodorant au CFC. Pour qu'il y ait des trous dans la couche d'ozone au-dessus d'Antarctique, ça peut pas être d'origine réfrigérateur et déodorant. Là, il y a une vraie cause militaire. Donc, quand on lit la littérature militaire américaine, mais ça fait des décennies Mais, qu'ils font ces mais là, par manipulations. exemple, tu as vu ce qui s'est passé à Mayotte. Tu as écrit ces livres, donc tu t'es spécialisé, tu as Oui, fait des oui. recherches. Qu'est-ce que tu peux supposer? Ouais, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut amplifier, on peut non seulement amplifier, mais on peut diriger. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas pu l'enregistrer, mais j'avais vu sur YouTube des travaux très intéressants parce qu'on peut me demander, mais à quoi servent les chemtrails? Oui, L'épandage. voilà, l'épandage de ces produits chimiques. Et j'avais vu une séquence qui était vraiment très impressionnante. On voyait des épandages, donc c'était en accéléré, c'était sur 24 heures. On voyait des épandages et ce que l'on voyait, c'est qu'un ouragan suivait exactement le parcours des épandages. Ça suivait. Oui, c'est-à-dire que et à Valence, j'ai vu des choses, identiques. Parce que, alors, aujourd'hui, on peut plus vraiment se fier aux images parce qu'avec l'intelligence artificielle, en 30 secondes, on crée n'importe quoi. J'ai vu des images, elles me paraissent tellement étonnantes que je considérais que ça a été fait par l'intelligence artificielle. Mais en revanche, bien avant qu'on puisse produire des images artificielles, donc je parle, parce que moi c'est un dossier que je suis depuis plus de 25 ans, enfin déjà au XXe siècle, je m'intéressais à la manipulation du climat, puisqu'en 1999 j'avais publié ce livre, Les armes de l'ombre. Donc oui, on peut non seulement... Alors, ce qu'on ne peut pas faire, c'est créer, pour l'instant, on ne peut pas créer complètement, à partir de zéro, un tel phénomène climatique. En revanche, on peut L'amplifier. ça c'est sûr, et on peut même le diriger. Alors après, pourquoi la France aurait fait ça sur un de ses départements? Mais c'est peut-être pas la France, ça pourrait être les Américains. Alors, oui, mais franchement, je ne vois pas de raison pour lesquelles les États-Unis feraient ça contre nous. On est quand même assez vassalisés. Enfin, On ne sait jamais. En tout cas, tant qu'on n'a pas la Mais en tout cas, réponse, on peut tout supposer. ben, c'est pas. Oui, parce que techniquement, il y a aucun doute. Ça fait des décennies que ça existe et que c'est pratiqué. Alors, le scientifique auditeur, un auditeur nous dit, le scientifique Nikola Tesla a le premier averti de la possibilité de manipuler le climat. Il avait déposé plusieurs brevets sur le sujet. Certains pays, dans le cadre du système HARP, manipulent le climat à grande échelle afin de servir leurs intérêts. Oui, alors, un commentaire. De temps en temps, mais pas souvent parce que je suis peu disponible, mais je suis invité pour faire des conférences sur justement l'arme climatique et l'arme environnementale, parce que c'est un vrai sujet. Et une fois qu'on a compris que oui, c'est une arme qui est utilisée depuis longtemps, qui a déjà été utilisée contre Fidel Castro, contre le Venezuela, etc., etc. Oui, enfin, je veux dire, on regarde la question climatique d'un autre regard. Donc, la personne là nous disait que Nikola Tesla, voilà, justement, Nikola avait averti la possibilité de manipuler le climat. Et alors, quand je commence une conférence sur le sujet, je pose toujours une question à la salle en disant, savez-vous quand s'est produit le premier déclenchement d'un tremblement de terre artificiel? Alors, évidemment, personne ne sait vraiment, enfin, sauf s'ils ont lu l'arme environnementale. Et c'est justement Nikola Tesla qui, en 1887 ou 88, c'est lui qui ne se souvenait plus en quelle année ça s'était produit, il avait inventé une machine qu'il avait appelée Terre vibrante, justement, qui entrait en résonance avec la Terre et il a déclenché un tremblement de terre à New York, au point que les secours sont arrivés et lui dit avoir détruit la machine. Donc, oui, HARP, bon là nous n'avons pas beaucoup de temps, mais HARP permet de déclencher des tremblements de terre, des tempêtes, des tsunamis. D'ailleurs, en 2008 à Pékin, il y a les Jeux Olympiques, mais on a oublié qu'au mois de mai, dans le Sichuan,
qui est considéré comme le grenier à céréales de la Chine. Il y a eu un énorme tremblement de terre qui a fait plus de 100 000 victimes. Alors on dirait, ouais, à l'échelle de la Chine, ben non, 100 000 victimes. Et donc, j'avais vu un extrait de la télévision officielle chinoise, la CCTV, enfin une des chaînes de la CCTV, où il parle carrément de déclenchement artificiel. Et c'est vrai que les images que l'on voit correspondent à un déclenchement ARP. Alors, j'ai beaucoup de commentaires qui arrivent et il nous reste que 9 minutes. Nous continuons dans la gaieté pleine d'espérance ce matin à Radioactivité et Courtoisie. C'est pas mal ça. Hyper réaliste sur tout ce qui nous menace. Après les poussières nucléaires fatales, les radiobraques, les phares à iode sur les tsunamis et ouragans provoqués, les ensemencements divers et variés modifiant la météo, à défaut le climat, les pandémies propagées aux expériences chimiques d'apprentis sorciers, fous sinon possédés. Joyeux Noël à tous et toutes. Merci, cher ami. Bonjour, merci pour cette émission. Connaissez-vous le site américain alors, je sais pas comment on lit ça. Geoengineering. Oui, c'est ça, watch.org, qui se bat contre des épandages. Joyeux Noël à tous. Oui, bien sûr. Vous le connaissez? Bon. Oui. Donc, c'est un site fiable? Ah oui. Oui, parce qu'il se base sur des observations satellitaires. Mais c'est drôle parce que alors, les Américains font ce qu'ils font, mais la population américaine a l'air d'être excessivement avertie et beaucoup d'Américains qui ne sont pas du gouvernement travaillent sur ce que fait justement le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils travaillent en tant que journalistes d'enquête sur les méfaits du gouvernement. Tu as même 2 États qui ont passé une loi anti-géoingénierie. D'accord. C'est géoingénierie, le mot français. Alors, dans le Devon, en 52, la pluie n'avait-elle pas fait s'effondrer un terril sur une école? Les victimes étaient des enfants. Oui, il n'y a pas que des enfants. C'est tout le village qui a été détruit. J'ai des photos. J'avais acheté justement des cartes postales et des photos d'époque. Oui, c'est exactement ça. C'est une catastrophe. C'est abattu sur le village des millions de mètres cubes et de tonnes de roches et d'eau. Alors, un auditeur encore. Pour les Landes, la voiture électrique qui a flambé est exacte. Voiture électrique d'un camping. Le propriétaire n'a pas pu appeler les secours tout de suite car pas de portable qui passait zone noire. Ah oui. C'est vrai tout ça. Oui, c'est documenté, je veux dire. Donc nos auditeurs sont très avertis aussi pour le coup. C'est pour ça que j'aime beaucoup venir... parce qu'effectivement, les questions montrent que les personnes connaissent. Ils savent. Tant mieux, quoi. Voilà, on n'est pas là à raconter des bobards. Voilà, les gens savent de quoi on parle. Le projet d'épandage de particules d'oxyde de soufre pour arrêter le rayonnement solaire a-t-il été mis en œuvre et peut-être peut-il être impliqué dans ces dérèglements? Alors, oui. En tout cas, en partie, puisque je rappelle que l'un des principaux financeurs de ces délires, de ces chimères, s'appelle Bill Gates. D'ailleurs, je fais une parenthèse, tu le sais, il a investi dans les moustiques génétiquement modifiés pour soi-disant lutter contre eux. Ça y est, dans tous les pays sud-américains où ça a été utilisé, la dengue et la malaria repartent à des taux incroyables. Encore un auditeur, l'arme climatique, cela peut être de ne pas annoncer une catastrophe. L'absence de protection contre une guerre nucléaire, c'est comme l'ouragan Mayotte, qui devait passer au nord de l'archipel. L'État préfère toujours que les populations soient surprises à une panique. Qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, je n'ai pas encore étudié, c'est trop tôt. Visiblement, Mayotte, les gens qui nous écoutent, Mayotte, visiblement, ils sentent que c'est suspect. Ça interpelle en tout cas. Alors après, pour quelles raisons mais une fois de plus, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, et en plus, là, on va découvrir... alors j'ai vu on parle de dizaines de milliers de morts, et ce ne serait pas surprenant, vu les conditions dans lesquelles vit ce département français, je le rappelle. Et j'espère au moins que ça servira à quelque chose et qu'on n'a pas fait que des effets d'annonce en envoyant tel ou tel haut personnage de l'État et que ce sera suivi d'effets. Parce qu'on ne peut pas abandonner les départements, nos départements, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Mais c'est vrai que Mayotte pose question.
Mais en même temps, pour l'instant, parce qu'effectivement, quand je parle des catastrophes dans l'arme climatique ou l'arme environnementale, j'ai des éléments, j'ai des arguments. Sûr. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore étudié le cas, mais ça méritera Alors, de toute façon. j'ai des questions qui arrivent, évidemment. Alors là, évidemment, j'ai des commentaires qui arrivent, alors que nous laissons l'antenne dans 4 minutes. Bon, merci pour votre excellente émission, comme d'habitude. Merci, cher ami. Et notre ami bulgare, hein, que je salue. Et je n'ai pas dit du mal de la Bulgarie aujourd'hui. J'aime beaucoup la Bulgarie, bien sûr. Le dernier grand tremblement de terre en février en Turquie avait suivi un passage d'un navire américain dans le Bosphore. Ah ben, Je savais pas, tiens. Ah ben, alors, les images que j'ai vues, parce que je me suis intéressé, Oui. alors, la Turquie, effectivement, est une zone, comme l'Iran d'ailleurs, sont des zones soumises à des tremblements de terre. D'ailleurs, j'indique par exemple dans l'arme environnementale que l'Institut de géophysique d'Israël a déjà pratiqué à 3 reprises, 2004, 2005, 2009 officiellement, à des déclenchements de tremblements de terre hein, dans le Sinaï. Hein. Donc rien n'est impossible. C'est de l'information officielle. Et le tremblement de terre turc a fait pour le coup, oui. des milliers de morts. C'est plusieurs dizaines de milliers. Des dizaines de milliers même. Oui. Et il était étrange. Enfin, il était étrange. Alors, étrange notamment par les images qui ont été diffusées de ce qui s'est passé avant. Et je ne sais pas si tu le sais, mais il y avait notamment une députée roumaine qui avait annoncé que un certain nombre de pays, une dizaine de pays, avaient averti leurs ressortissants de ne pas se rendre en Turquie et au moins 5 ambassadeurs avaient été retirés de la Turquie juste avant. Alors, il y a 8 jours, il y avait encore un auditeur, une auditrice, pardon. Il y avait 15 traînées, j'ai compté, parfaitement parallèles, dont chaque écart semblait être mesuré au mètre près. Cette régularité en était impressionnante. Merci, messieurs. Quelle belle émission. Il nous reste 2 minutes. Un petit mot sur ce 10 secondes. Oui. Ouais, ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, les enfants ne savent pas ce que c'est un ciel bleu. C'est vrai. C'est-à-dire que même dans les Disney, alors c'est pas une surprise, le ciel bleu n'existe plus. Il a maintenant on voit des traînées d'avions. Alors, merci à toi, cher Patrick. Il nous faudrait 1h30 de plus, mais malheureusement, nous ne les avons pas. Donc, l'arme climatique et l'arme environnementale de Patrick Pazin, 2 livres chez Thelma Éditions. Oui. Alors, je voulais juste très rapidement... Voilà, 20 secondes. Hein. Alors, voilà. répondre que justement, parce que beaucoup sont artificiels, c'est plutôt un message d'espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas la nature qui est contre nous. Bah, tant mieux. Alors, voilà, où on trouve ces livres? Alors, le site Thelma Éditions ou sur novimondi.com et je me ferai un plaisir de les dédicacer aux personnes qui les commanderont. L'arme climatique, l'arme environnementale. Je vous remercie d'avoir été si nombreux, d'avoir posé tant de questions, fait tant de commentaires. Passez une excellente journée. On se retrouve en direct la semaine prochaine, encore une fois. Allez, salut, ciao. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.